un stream audio. Un stream audio. Et ça va être un stream audio dans lequel je vais essayer de pas trop montrer mon visage. On va juste avoir quelque part comme ça une espèce d'espace minimaliste. Et ce qui compte, c'est le son. Donc on a une image quand même, une image un petit peu comme ça. Le chat fait n'importe quoi. Oh, et tu arrêtes. Putain, voilà. J'arrive, hein. Bon, c'est peut-être un signe, ça. Hein. Le chat fait tomber les fleurs sur la vaisselle. Des fleurs qui sont un peu fanées, d'ailleurs. C'est pas vraiment un pot pourri, c'est des fleurs fanées dans un vase. Petit vase. Hop là, donc qu'est-ce qui se passe? Ça fait beaucoup de batterie, d'accord? Ok, bon, alors. Donc est-ce que je peux avoir accès au chat avec ça ou pas? Voilà, ok. Bon, il n'y a pas de chat. Bon, d'accord. C'est minable, hein, on a une ampoule maintenant. Nous avons une ampoule. Donc ce stream est une performance. C'est une performance caméra. On a une caméra qui se déplace. Il y a un micro et il y a des choses qui sont captées comme ça. Ça peut être en effet cette ampoule, ça peut être cette barre. Voilà, on est sur un truc. Il y a parfois mon visage qui apparaît, mais c'est furtif. Voilà. C'est pas que je vais pas montrer mon visage, mais c'est que j'ai l'impression que dans les streams, on est souvent les streamers montrent souvent leur visage. Ils parlent face caméra. Et là, ce qui m'intéresse, c'est de voir de quelle manière je peux. Le visage n'est pas forcément le plus important. Ce qui compte, c'est la parole. C'est ce qui est dit. Et c'est ne pas être capturé par la caméra qui nous oblige à être face caméra et à parler face à une caméra. La question, c'est comment je peux quelque part aussi être libre de mes mouvements, me déplacer dans la pièce, et même si je parle un peu fort, mais bon, je suis pas sûr que ça enregistre. Et en même temps, comment on peut avoir un rapport à l'image qui est là, mais sans forcément cadenasser l'action, en fait. Hein, que l'action se passe dans le hors-champ. C'est un peu ça l'idée, quoi. Bon. Donc pourquoi faire ce stream? Je fais ce stream parce qu'il faut comme enregistrer quelque chose. Moi j'ai l'impression. J'essaie d'enregistrer quelque chose. Alors, idéalement j'aimerais peut-être le faire sans passer par Twitch. Mais pour l'instant je fais simple. Parce que j'ai pas réussi à faire autrement. Et puis parce qu'en fait, voilà, il y a plein de choses. C'est-à-dire qu'il faut à la fois des logiciels, des serveurs et du public. Et bon, je suis pas sûr d'avoir beaucoup de public, mais voilà, il y a cette question-là qui se pose question. Je vais essayer de me rapprocher, je vais essayer de me mettre un peu plus, parce que là je suis dépendant de la prise de courant, et je vais voir si je peux pas me mettre ailleurs. Non, pas sûr. Je vais me déplacer là-bas. Je vais me déplacer. Il
Il y a une autre contrainte, c'est le fait que je ne sois pas chez moi, donc j'ose pas trop aussi montrer les objets qui sont ici. Après, montrer le. C'est pas de l'espionnage, quoi. En même temps, bon, là, montrer le plafond, c'est pas trop grave, je pense. Donc, voilà, on peut pas trop reconnaître où c'est, hein, donc il n'y a pas vraiment de problème, je pense, là-dessus. Et. La question serait donc là maintenant à poser pour moi. Je vais tenir un peu comme un temps de journal. Je ne sais pas ici l'idée de. Enfin, je bois un petit chocolat chaud en même temps. C'est pas forcément ici l'idée pour moi de dire ce que je vais faire, parce que je sais pas ce que je vais faire, mais il y a en effet une espèce de, disons c'est pas forcément un blocage, parce que c'est pas des termes que j'apprécie. Je suis dans ma vie dans une forme de situation, allez. Donc une situation. Donc, une situation donc dans. Je sais pas si le son est bien, mais c'est pas très grave. Dans laquelle. Je pourrais dire j'ai du mal à trouver du sens dans ce que je fais, mais c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt l'idée que j'essaie de structurer quelque chose. Voilà, j'essaie de structurer quelque chose, de mettre en place quelque part d'organiser mon travail artistique, spirituel, philosophique, etc. Et même aussi quelque part de le formaliser, de comprendre ce que je fais, de dire ce que je fais pour comprendre ce que je fais, pour avoir comme une forme de conscience de mon travail. C'est comme si mon travail jusque-là, je l'avais fait un peu en pratique. Je l'avais fait un petit peu dans l'idée, quoi, si on veut. Je l'avais fait, oui, en pratique, voilà, j'avais mis en place des formes de travail, mais je l'ai pas vraiment. Moi, je pense que je l'ai plus ou moins théorisé, mais je l'ai pas vraiment publié, on va dire. C'est un petit peu ça, c'est une sorte de publication de mon travail, une manière de mettre mon travail un peu devant moi, pas par écrit du coup, mais ici par l'oral, quoi. C'est utiliser l'oral et une manière de mettre à plat, mon travail, l'exposer devant moi, voir où est-ce que ça va, me dire est-ce que ça me convient, est-ce que j'essaie d'aller ailleurs, etc. Dans l'idée aussi que je surveille le chat parce que je sais pas ce qu'il fait, quoi. Dans l'idée aussi que pour moi c'est ce travail-là, il donne un sens aussi un petit peu à ma vie. C'est comme si j'étais un peu un entrepreneur, si on veut, et que je menais une entreprise, et que là j'ai l'impression que ça stagne, ça va pas, ça fait un moment que ça va pas trop bien, mais là bon, ça a plus beaucoup de sens, quoi. Donc c'est comme s'il a fallu pour moi trouver un mouvement, un petit peu partir à l'aventure, si on veut, et de trouver une sorte de direction qui me fasse dire ça a du sens pour moi, ça c'est important, ça a du sens. En fait, il s'agit de produire un mouvement, en fait. Un mouvement qui soit satisfaisant, on va dire. Parce que ça, jusque-là, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que c'est très bien, à titre personnel, je me suis confronté au travail, au sens d'un travail salarié difficile, et je me suis dit, ça c'est pas possible, quoi. Donc, pour moi, il y a une espèce de d'étouffement dans le travail salarié qui me fait dire que je veux à tout prix éviter ça. Il y a quelque chose qui m'apparaît vraiment simplement terrifiant, horrible, écœurant,
Et jusque-là, je sais pas, enfin, j'en parlais, mais j'avais toujours un peu honte ou peur d'en parler parce qu'il y a, à la télévision notamment, un discours extrêmement réactionnaire sur le rapport au travail. Mais aussi à gauche, hein. C'est pas que la droite, c'est aussi la gauche qui a un rapport parfois, enfin, pas très clair non plus là-dessus. Donc moi, mon objectif là-dedans, c'est en effet une manière un petit peu de se dire, est-ce qu'on ne peut pas se passer du travail salarié? Bon. Mais ce que je vois, c'est qu'il ne s'agit pas forcément... La forme de refus du travail salarié que j'ai essayé de mettre en place, elle s'est posée comme un certain refus d'activité, hein, comme un refus même du mouvement, en fait. Et d'un seul coup, j'ai été pris dans un truc de... Si je refuse le travail, si je refuse l'argent aussi, du coup, bah, je peux vivre en haut d'une montagne, par exemple, avec, je sais pas, peu d'argent, et travailler très très peu, si on veut, en étant soit au RSA, soit en étant dans une logique un petit peu de décroissance totale, mais il y a une sorte de limite, parce qu'il y a une sorte de grande solitude là-dedans, il y a une ascèse, mais qui est aussi une solitude, qui est aussi une grande précarité, si on veut, et c'est comme si je passais à côté de quelque chose. Et je me disais, c'est pas exactement ça ce que je veux. C'est pas tout à fait une sortie du monde, quoi. Euh, c'est pas tout à fait le modèle utopique que je souhaitais ou que je voulais. À la fois, c'était des moments qui étaient très intenses, spirituellement, quasiment chrétiens, si on veut, mais c'était une sorte de sortie hors du monde. Et je me rendais compte que dans ce parcours-là, c'est pas ce que je souhaitais le plus. C'était plutôt ce qui m'intéresse dans le rapport au travail, c'est ce que je veux, c'est comme si j'avais un revenu de base, quoi. C'est vivre comme si j'avais un revenu de base. Et pouvoir explorer le monde, les villes, la campagne aussi bien sûr, le silence, pourquoi pas, l'ascèse, pourquoi pas, mais si c'est un choix, hein, et pas simplement quelque chose qui soit subi. Pouvoir faire mes études tranquillement, pouvoir, voilà, sans être obligé de travailler, sans être en tout cas obligé de travailler en tant que salarié. Mais je me rendais compte que le refus du salariat que j'avais, c'était plutôt un refus, non pas du travail, parce que le travail est un mot un peu polysémique qui n'est pas très précis, mais c'est un refus de l'exploitation, simplement. C'est un refus quelque part de me forcer à exercer une activité que je n'aime pas. Or, ce que je remarque aussi, c'est que bah, si on fait des études, on peut aussi parfois faire des études qui ne nous plaisent pas. Mais on les fait parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre, et voilà, donc on n'a pas trouvé autre chose que ça, et on sait que si on ne fait pas les études qu'on fait, bah, peut-être qu'on sera obligé de travailler au salariat, mais j'ai l'impression que des fois on travaille, on exerce une activité qui ne nous plaît pas, mais parce que quelque part, on a peur de revenir à l'activité qui nous terrifiait avant, quoi. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de pouvoir choisir l'activité qui me plaît, en fait, d'aller dans l'activité qui me plaît, de pouvoir justement pleinement m'émanciper si on veut et maîtriser mon travail. Il y a cette question-là qui m'intéresse plus, c'est de dire non, mon travail c'est important, je veux le maîtriser. Ce que j'aime pas, c'est qu'on le subit, quoi. Donc c'est un peu la question du consentement, hein. D'ailleurs, on peut penser que l'activité sexuelle peut être lue comme un travail aussi, hein, un travail qui, lorsqu'il est consenti, et il peut être fait, on va dire, comme un travail tout à fait épanouissant, et ça peut être un espace de liberté et d'ouverture, mais lorsqu'il est subi, bah, ça devient quelque chose tout de suite beaucoup plus glauque, évidemment. Et on a la même chose aussi au niveau artistique. Pour moi, ça a été un peu un problème qui s'est posé, parce que l'art était un espace pour moi d'émancipation, que je faisais un petit peu, où je mettais, on va dire, de l'effort, ou en tout cas je mettais beaucoup d'énergie dans le travail que je pouvais faire artistiquement. Mais dès le moment où ce travail artistique est devenu, en école d'art, est devenu quelque chose qui devenait justement, qui n'était pas lié au travail lui-même, mais qui était fait dans le but d'obtenir des bonnes notes, de la reconnaissance, une sécurité de l'emploi, en tout cas ça ne veut rien dire, mais en tout cas que c'était une manière de faire marcher son réseau, etc. Et que finalement c'était plus un art qui valait par lui-même, mais qui avait sa propre logique en lui-même, mais qui était là pour maintenir un système en place quelque part, pour s'inscrire dans un système plus général avec des logiques qui surdéterminent l'enjeu des formes. Alors d'un seul coup ça n'avait plus de sens pour moi et ça devenait étouffant. Donc pour moi c'est un petit peu cet enjeu quelque part de la, pas tellement du travail lui-même, mais du consentement, de comment on consent, hein, comment on peut consentir. Et ça rejoint la question de l'agression. Je crois vraiment que j'ai été marqué par l'agression dans ma vie,
puisqu'en fait, je voyais que même si je travaille beaucoup, en fait, je peux rien faire face à quelqu'un qui m'agresse. Physiquement, par exemple, bah, même si j'ai des bonnes notes, quelqu'un qui m'agresse physiquement, je peux pas me défendre, en fait. Donc, il y a un problème lié à l'agression. Mais aussi, quelque part, même, je me dis, même si quelque part je respecte le savoir, eh bien, si des gens détiennent le pouvoir de manière injuste, la bourgeoisie par exemple, je ne vais pas me défendre contre elle aussi. Voilà. Et maintenant je me dis c'est pas très vrai. Je me dis en fait, je crois qu'il est possible de mobiliser l'esprit, de mobiliser quelque part l'intelligence si on veut, pour se défendre. C'est-à-dire que je crois quelque part qu'on peut échapper à l'agression. Ça veut dire que je crois qu'il y a des méthodes, des manières, des outils qui sont des outils doux, hein, des outils qui permettent quelque part que les agressions physiques ou les agressions même verbales, les agressions de classe, les agressions de systémiques en général, semblent pouvoir être retournées contre elles-mêmes en fait, comme si on pouvait défaire l'agression, destituer l'agression on pourrait dire, au sens un peu de d'un philosophe qui s'appelle Giorgio Agamben. Et pour moi, c'était important de voir ça, et c'est vrai que depuis quelques temps, le travail que je mène, un petit peu de manière un peu dans mon coin, c'est de lister un petit peu l'ensemble des agressions que j'ai vécues. Quand je dis agression, c'est au sens très large, hein, ça peut être une agression physique, mais ça peut aussi être une petite blague qu'on a mal reçue, ça peut être des fois des gens qui nous agressent sans faire exprès, mais ça peut être voilà, des petites choses, plein de petites choses, plein de petites contrariétés, de petits blocages, ça peut être ça aussi, hein, voilà. Mais en fait, chacun de ces choses-là, on peut tous les prendre un par un, et on peut quelque part retourner l'émotion contre elle-même. Et on peut travailler chacune de ces émotions, et c'est comme si chacune de ces agressions était en fait quelque part des espèces de blocages, de problèmes, de choses qui vont pas, en fait, de complexion de nœuds émotionnels, quelque part. Et l'éthique que j'essaie de penser, c'est une sorte de thérapeutique, si on veut, hein, ça ressemble à une thérapeutique. C'est la thérapeutique qui consiste à aller chercher chacun de ces nœuds, de faire une sorte d'autopsychanalyse, si on veut, dans ce sens-là, chercher tous ces petits traumatismes, et de pouvoir les défaire, de pouvoir les déplier pour les maîtriser, et pour quelque part faire en sorte que ça se passe bien. Voilà. Ça, je crois, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que j'avais vu dans un livre de Brian Massumi qui s'appelle L'économie contre elle-même, sous-titré Vers un art anticapitaliste de l'événement. Et je crois que ce que je décris là, c'est assez proche, hein, peut-être un peu différent, je sais pas, mais peut-être qu'il va plus loin, certainement qu'il va plus loin, il faudrait que je relise le livre, je sais pas, mais assez proche de ce qu'il décrit. Parce qu'il décrit que justement l'économie qui circule autour de nous, sous forme d'argent, de monnaie, etc., elle est basée sur une sorte d'infra-économie qui est d'abord une économie des affects, une économie des émotions. Et que justement, si on arrive à comprendre ces émotions, quelque part, on a une manière plus claire pour comprendre le système économique qui est basé par-dessus. Voilà. Et que peut-être qu'on peut d'abord s'interroger sur ce rapport à l'émotion en amont de l'économie monétaire. Et je remarque ça aussi, je remarque que ça fonctionne comme ça, et je remarque aussi que du coup les émotions semblent fonctionner selon un espace et selon une géométrie qui n'est pas la géométrie de la néoclassique, on va dire. La géométrie néoclassique semble être une sorte d'approximation, peut-être grossière, faut voir, je sais pas, j'en sais rien, d'un système de flux plus général. Et peut-être que si on arrive quelque part à comprendre cette dynamique, cette espèce d'infra-économie, peut-être que quelque part ça peut être un outil pour peut-être se défaire d'un ensemble d'oppressions. Je crois que finalement l'ensemble des oppressions, peut-être que telles qu'on les voit, etc., peut-être que c'est un effet de l'économie. Hein, il est possible que ce soit parce que les outils techniques qu'on utilise sont peut-être pas tout à fait pertinents en fait, à utiliser, et qui font quelque part ils forcent un système. J'ai l'impression quelque part qu'il y a un système qui est peut-être imposé depuis la Grèce, qui force un espace, hein, l'espace euclidien, si on veut. Et c'est comme s'il y avait une manière il fallait quelque part que le monde ressemble à ça, quoi. Alors qu'en fait, le monde il est peut-être plus complexe, quoi. Du coup, voilà. Et donc moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre finalement comment fonctionne cette infra-économie. Ça, c'est déjà un premier enjeu. Comment fonctionne cette infra-économie qui est décrite par Brian Massumi,
qui ressemble beaucoup aussi à ce que semble décrire Deleuze aussi. Pour moi, il y a des techniques qui permettent d'accéder à cet espace-là, des techniques notamment spirituelles, je veux dire. Ça peut être l'hypnose, ça peut être des outils psychédéliques, ça peut être... enfin, les drogues, en effet, permettent pour moi de naviguer dans ces espaces-là aussi. Ça peut être l'art, hein, ça peut être, de manière générale, tout ce qui va provoquer des émotions, ça peut être des espaces relationnels également. La psychothérapie, par exemple, aussi. Voilà, donc il y a une manière comme ça, mais ici ça serait dans le but de faire de la recherche, hein, pas dans un but thérapeutique où on veut juste guérir, mais dans un but justement de comprendre en fait. Ces outils-là pourraient en faire un usage pour cette exploration-là. Cette exploration-là de... je sais pas si c'est la conscience, mais en tout cas c'est un plan de la conscience. Il semble y avoir un plan de la conscience qui est un plan émotionnel qui pourrait être atteint. Il y en aura aussi un autre qui serait le plan attentionnel aussi, peut-être qu'il doit être très lié aussi, j'imagine, à ce plan émotionnel. Mais on pourrait essayer de comprendre ça. L'intérêt là-dedans, pour moi, c'est presque de repenser une espèce il y a un cadre un petit peu religieux, presque, hein, je sais pas si c'est une forme de nouvelle alliance, si on veut, mais pourquoi pas, troisième alliance, quoi, du coup. Il y a, au sens d'un autre testament qui se rajouterait aux anciens. Je dis ça parce que l'économie peut être vue comme étant un espace, comme étant la continuité, hein, d'une forme chrétienne et d'un espace philosophique, un espace géométrique et philosophique. Et ça m'interroge parce que je me dis, mais de quelle manière cet espace-là, est-ce qu'on va le repenser? Et si on le repense, qu'est-ce que ça propose? Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière complète de penser le temps et l'espace? Et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir de quelle manière on peut repenser entièrement le temps, l'espace, et je suppose que si on repense le temps et l'espace, on peut intégrer dans cette manière de penser le temps et l'espace l'activité humaine, quoi. Le temps et l'espace semblent être quelque part complètement objectivisés, complètement extérieurs à l'humain, alors qu'en fait j'ai l'impression que le temps et l'espace est beaucoup plus mouvant, beaucoup plus coagulé, en relief, beaucoup plus de formes, etc. Il est beaucoup plus polysémique et multiple, en fait, il est multiple. Donc cette multiplicité, elle est aussi mathématisable. En fait, on peut formaliser. Je vois pas quelque chose qui s'y opposerait, en fait. J'ai l'impression qu'on peut formaliser ces espaces, comme je dis, émotionnels qui peuvent se jouer. Alors bon, ça peut être terrifiant parce qu'on peut imaginer une sorte de dictature des affects à ce niveau-là, mais je crois pas. Je pense que si c'est bien fait, en fait, on peut trouver des lois, quoi, comme des lois de gravitation. Hein, c'est comme si dans l'affect, il y avait des lois de l'affect, qui étaient aussi des lois de gravitation, et qu'on peut comprendre ces lois. Et que si on fait ça, j'ai l'impression qu'on peut mieux comprendre ce qui se passe dans l'économie, qu'on peut mieux comprendre ce qui se passe dans les mouvements de révolte, et que les mouvements de révolte d'un seul coup prennent un sens particulier. Ils font partie d'une économie plus générale, et on peut comprendre comme ça ce qui se passe. Et l'idée, ce serait de se dire, voilà, que par rapport à ça, qu'est-ce que signifie la souffrance, qu'est-ce que signifie la douleur, qu'est-ce que signifie la joie, et que les émotions, d'un seul coup, font partie d'un champ plus vaste, un champ économique plus vaste, quoi. Là, je regarde, il y a un livre là que j'ai ouvert tout à l'heure, qui s'appelle le banquier anarchiste de Fernando Pessoa. Alors, je ne l'ai pas fini, ce livre-là, mais j'ai l'impression que du coup, dans cet espace économique, on pourrait penser aussi des figures de banquiers, des figures de... Voilà, gens qui feraient du care, c'est un peu des banquiers qui donnent des affects à des gens, etc., qui font attention, qui les régulent, etc. On pourrait se rendre compte qu'il y a une économie qui est beaucoup plus quelque part complexe et qui dépasse donc du coup de loin l'économie néoclassique. Et que dans ce rapport-là, finalement, peut-être que l'économie néoclassique peut devenir complètement ringarde, que l'économie de Macron peut devenir complètement ringarde, et que finalement on peut faire complètement autre chose. Moi, finalement, c'est vrai que ce qui me gêne un petit peu, c'est pas tellement qu'il y ait la droite et qu'il y ait la télévision, etc. C'est que finalement, il n'y a pas grand-chose d'autre, quoi. Et ce qui m'intéresse, c'est de me dire comment on peut faire émerger une multitude d'autres mondes. J'ai l'impression qu'il y a plein de mondes possibles et qu'on ne peut pas les faire émerger, en fait. Et c'est ça qui fait mal, qui fait du mal un petit peu, quoi. Voilà. Donc là, je commence un truc sur Twitch. Jusque-là, Twitch me posait en effet un peu problème parce que je me dis, bon, c'est le mal, c'est les GAFAM, etc. Faut être dans l'autogestion, faut faire des peer tubes, etc. Bon. Mais je me dis peut-être pas, faut peut-être faire simple. Peut-être qu'il faut d'abord que j'apprenne à utiliser les outils classiques qui sont là, hein, qui sont Twitch, etc. Donc, apprendre qu'est-ce qui est possible de faire.
Et puis ensuite, je verrai éventuellement si ça a du sens ou pas de passer par d'autres logiciels plus en open source. Dans la logique en effet là qui est posée, c'est comme si l'open source était une espèce d'espace un petit peu du commun, du communisme, etc., mais qui en même temps ne va pas aussi vite que le capitalisme, si on veut. Mais il y aurait aussi la possibilité de, donc dans un cadre post-capitaliste, de se dire, on peut utiliser les outils du capitalisme, mais c'est pas très grave, parce que le but c'est que ça nous permet peut-être d'aller beaucoup plus vite que lui. Et donc c'est une manière un petit peu de les squeezer, quoi, de les prendre comme un outil qui nous fait prendre de la vitesse, mais il n'y a pas de... c'est pas, il y a pas d'exploitation en fait quelque part, c'est-à-dire que c'est... on prend ce qu'il y a, quoi, là, il y a un côté comme ça. Hein. Il s'agit de faire jouer le capital contre lui-même, presque un petit peu. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est que, là c'est un retournement de l'argent, c'est que finalement, là-dedans, ce qui m'angoisse en effet, c'est le rapport au GAFAM, le rapport à l'argent. Mais justement, c'est que dans le rapport à l'affect, ce que je peux faire, c'est travailler mon rapport à l'affect, à l'argent d'un coup, mais aussi à... Qu'est-ce que tu fais le chat là? Oh. Et... Mais aussi le rapport au GAFAM du coup. Bon voilà. Je pense que je vais fatiguer un peu là parce que je suis en train de jouer avec le chat, donc je vais peut-être arrêter là. C'est un point sur l'affect, et puis je vais voir aussi quelque part si ça s'enregistre, si je peux ensuite le mettre sur YouTube. Je vais arrêter, ça fait déjà une demi-heure, c'est pas mal. Je vais arrêter, hop là.